90 jours des prochaines échéances électorales ici en République démocratique du Congo, l'ombre du passé refait surface sur fond des résultats des élections qui se sont déroulées en 2018. Et oui, il en était question lors du déjeuner de presse à New York contre le président de la République et quelques médias internationaux. Alors la question que l'on va se poser ce soir, c'est de savoir pourquoi 4 ans après, l'on continue à reparler des élections de 2018 ou de la controverse née des élections de 2018. L'ombre de Stanley Boujakira et de Salomon Kalonda, mais également de Rwanda, était également présent lors de ces échanges. Nous parlons de tout cela avec un cadre de l'Union sacrée devenu depuis peu PCA au sein d'une entreprise publique. J'ai le plaisir de retrouver avec vous, pour vous, ce soir, Thierry Moussenepo. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Je le disais peut-être en blaguant, avant de commencer cette émission, je dis mais j'en avais, allez, marre de vous présenter toujours comme président de la Ligue de jeunes CCE. Je le suis toujours. Toujours. Mais là, vous revenez avec cette nouvelle casquette PCA. Quelle entreprise? Kobil. Oui. Des entreprises congolaises ressemblent à des mouroirs. Pas du tout, ce n'est pas le cas de cette société où des Congolais ont eu à tenir la barque. Et je peux vous dire mon étonnement de voir que des Congolais aient une telle maîtrise et une telle expérience dans le domaine qu'est celui de la commercialisation des produits pétroliers. Je peux vous dire que nous pouvons être fiers des filles et fils qui travaillent au sein de cette société pour le compte de l'État congolais. Présentez-nous rapidement votre société. Mais attendez, Kobil, c'est à peu près une quinzaine de pourcents de la part de ce qu'il y a comme commercialisation des produits pétroliers. Les stations que vous voyez ici à Kinshasa et partout en RDC sont des stations estampillées Kobil, sont des stations de la RDC où l'État détient 100% des parts. Et Kobil, qui à l'époque était ExxonMobil, a finalement été racheté entièrement par l'État congolais. Kobil est en train de se battre pour entrer aussi dans l'amont pétrolier, c'est-à-dire commencer à être dans la production et l'exploration pétrolière, pour finalement avoir toute la chaîne, c'est-à-dire la production, l'exploration et la commercialisation des produits. Mais il faut le dire, la société, elle ne fait pas le poids face à d'autres sociétés. Oui, allez, on va pas faire la publicité, il y a d'autres grandes sociétés qui sont des firmes étrangères qui, justement, contrairement à certaines sociétés de notre pays, sont dans l'exploration-production, de la raffinerie même, et sont aussi dans la commercialisation. Ce qui fait que, ayant toute la chaîne de production, ils ont la possibilité de s'imposer facilement dans le marché. Mais il faut aussi voir les volumes qu'ils écoulent au travers le monde et à travers l'Afrique. Ils inspirent confiance, contrairement, je n'ai pas dit, mais les gens préfèrent acheter chez eux que chez Kobil quand même aussi. La confiance ce n'est pas ce que la plupart des Congolais pensent. La plupart des Congolais, justement, sont dans l'optique où il faille plutôt faire confiance aux prestataires locaux. Et c'est le cas de notre société. Et le travail, justement, c'est de pouvoir casser ce paradigme où on a toujours l'impression que ce qui vient de l'étranger est meilleur. Je peux vous dire que le travail abattu par les Congolaises et les Congolais qui sont au sein de cette société me rend moi-même très fier. La pénurie de carburant est derrière nous. On ne peut plus en entendre parler comme c'est fait le cas il y a quelques mois avec tout ce qui se passe en Ukraine. Aujourd'hui, toutes les mesures ont été prises, mises en place pour qu'on ne puisse plus subir une pénurie de carburant. Il est vrai que le gouvernement prend des mesures en amont pour éviter qu'il y ait de chocs qui puissent rapidement nous précipiter dans ce qu'il y a eu comme pénurie. Mais tant que nous n'allons pas être nous-mêmes dans la raffinerie, dans le raffinage des produits pétroliers, nous sommes toujours sujets à ce genre de problème parce que ces produits ne sont pas manufacturés dans notre pays. Nous les importons. Mais je peux vous rassurer que le gouvernement prend des mesures ensemble avec la corporation pétrolière pour éviter ce genre de choc aux populations. Et c'est peut-être aussi l'occasion de parler de ces appels d'offres lancés il y a quelques mois maintenant par le ministre des Hydrocarbures. Est-ce que vous avez des informations sur la question? On a vu pour les blocs gaziers, il y a quand même eu déjà des signatures de contrats, mais qu'en est-il de l'exploitation pétrolière ici? D'abord, il faut savoir, madame, que le Congo regorge d'énormément de ressources en termes d'hydrocarbures. Et le challenge du président de la République était de pouvoir donner une diversification à notre économie. C'est-à-dire arriver à ce que nous puissions casser le fait que nous ne soyons qu'une potentialité de richesse, mais que nous puissions réellement palper cette richesse. Et cela ne pouvait marcher qu'avec la mise en vente de ces blocs pétroliers parce que, rappelez-vous qu'il y a eu un début d'exploitation ou peut-être une ouverture de ce secteur en 2006 avec
la mise sous contrat de partage de production de 3 blocs pétroliers dans le bloc de Mwanda, dans la côte de Mwanda, avec 2 autres dans le Graben Albertine, un tout petit peu de manière sommaire dans le Graben du Tanganyika et vers le parc de Virunga, mais il n'y a pas eu d'avancée significative parce que ces sociétés, qui pour la plupart, notamment pour celles qui avaient signé les contrats de partage de production, Andunda, Yemba, Matana, Makanzi, les 3 blocs qui se trouvent à Mwanda, n'ont pas pu réellement percer dans la production. Ils se sont limités à une exploration qui a certifié les gisements. Donc pour l'instant, il n'y a que les 20 000 barils jour que produit Chevron qui sont la production de la République démocratique du Congo. Mais comment expliquez-vous cette méfiance quand même au niveau des partenaires, au niveau des investisseurs? C'est une question plutôt, c'est une question liée à un passé. Et pourtant les opportunités sont là pour essayer d'investir. C'est une question liée à un passé. Le passé, comme je vous ai dit, qui a été maculé quand même de beaucoup de tâches. Entre 2006 et 2010 pratiquement, il y a eu énormément de conflits. Il y a eu par exemple les contrats de partage de production de 2 blocs entre la RDC et Toulo, mais qui ensuite a eu des problèmes parce que ces blocs ont été finalement arrachés pour être donnés à Divine Inspiration et H-Oil. Tout ça a fait que finalement, nous nous sommes retrouvés au tribunal de Paris. Et donc tous ces problèmes ont fait que le secteur de l'exploration-production des hydrocarbures dans notre pays était un tout petit peu entaché. Il a fallu que le président de la République, Félix Tshisekedi, arrive, implémente une nouvelle vision qui est aujourd'hui portée par le ministre Boudimbo et qui a donné ses fruits avec la mise en vente de ces blocs. Et la plupart des sociétés qui viennent sont quand même des sociétés respectables. Et l'idée, c'est que parmi ces sociétés, qu'il y ait aussi des sociétés nationales telles que la Sonaïdroc et Kobil, qui puissent participer à cette aventure d'exploration. Est-ce que c'est ce qui est fait? Pour que, oui, nous sommes en train de travailler avec le ministère des Hydrocarbures pour aller dans ce sens-là. Pour aller dans ce sens-là, on parle toujours des entreprises rapidement, comment aborder la problématique des entreprises en République démocratique du Congo, sans parler de ce qui arrive à une autre entreprise qui est Congo Airways. Comment analysez-vous la situation? Comment on a pu tomber si bas? Le modèle économique qui a été implémenté à Congo Airways était déjà voué à l'échec. C'est-à-dire lorsque les avions qui ont été pris étaient déjà des avions assez vieux et qu'ensuite il y a eu énormément de charges qui se sont posées sur une faible productivité avec à peu près 4 avions seulement. Avec une telle quantité de charges, cela ne pouvait pas marcher. Il est donc important maintenant que c'est vrai que l'idée que l'État a eu à avoir de pouvoir soutenir la relance de Congo Airways avec un appui pour la réparation des avions et même la possibilité d'avoir des avions en leasing est une bonne idée, mais la meilleure serait aujourd'hui que nous puissions monter une vraie société nationale qui pourrait avoir une participation privée. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de management? Parce que Congo Airways, il y a eu quand même, il faut reconnaître qu'il y a un problème de management, un problème. Et ça, c'est depuis le début aussi. Il y en a eu. Et ça a été parmi les conséquences de cette dégringolade. Conséquence, je disais au début de l'émission, même avant qu'on commence l'émission, enfin, Thierry Monsenepo a réussi à avoir chez Tshisekedi ce que Kabila ne lui a jamais donné. Je ne vois pas les choses dans ce sens-là, mais je peux vous dire que c'est grâce à la confiance que le chef de l'État a mis à ma modeste personne que je suis là. Ouais. Et c'est la première fois de ma vie que je puisse obtenir une nomination par ordonnance. Et Dieu seul sait que ça fait longtemps que vous évoluez dans la sphère politique. À votre avis, qu'est-ce qui a pesé sur la balance? Je pense d'abord que c'est la détermination du chef de l'État à pouvoir donner la chance à la jeunesse. Ah, vous n'êtes pas si jeune que ça, s'il vous plaît. Écoutez, vous êtes bien, même si vous êtes encore... Je ne suis pas non plus si vieux que ça. Je n'ai pas 200 ans. La Ligue des jeunes. Donc je peux vous dire que c'est d'abord ça. Et puis aussi le fait que le chef de l'État a eu la confiance que je pourrais apporter quelque chose. Et je suis certain que je vais le faire. Vous dites, certains risquent de dire certainement que votre mentor a eu un rôle à jouer. Bien entendu. Bien entendu qu'il a eu un rôle à jouer. On ne peut pas dire qu'il n'a pas eu de rôle à jouer dans ma carrière politique et il continue à le faire. Quand on parlait de mentor, donc on faisait allusion à l'ancien porte-parole du gouvernement, Lambert Mendo Malanga, mais revenant sur l'actualité. Je crois qu'au moment où on est en train d'enregistrer cette émission, le président de la République n'a pas encore prononcé son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, mais la veille, il a eu à organiser un dîner, un déjeuner de presse avec les médias internationaux où on a encore reparlé des élections de 2018, alors que là, on est en train de se préparer pour les élections de décembre prochain. À votre avis,
Qu'est-ce que le président de la République a à se reprocher? 4 ans après, pourquoi devons-nous reparler encore de cette histoire? Ce n'est pas lui qui en a parlé, ce sont les journalistes qui ont posé les questions. Et vous savez très bien que lorsque l'on arrive à une échéance, on a toujours tendance à faire allusion à ce qui s'est passé avant, pour se projeter. Et aussi pour se poser les questions si on ne va pas revivre les mêmes choses. Eh bien, je pense que c'est dans ce contexte-là que la question a été posée au chef de l'État. Et il fallait finalement qu'il y ait une vérité sur l'existence de contrats, de partenariats politiques qui ne sont que des chimères. La question est qu'en 2018, il y a eu passation de pouvoir dans la tranquillité, dans la civilisation la plus complète. Il fallait nécessairement que les deux familles politiques puissent se mettre d'accord sur certains préalables, sur des éléments qui consistaient dans la continuité de la gestion des affaires de l'État et non dans le fait qu'il y ait eu un deal à l'africaine comme certains le pensent et comme certains médias occidentaux ont eu à le soutenir. Et c'était important qu'à la veille d'une prochaine élection, qu'il y ait cette précision de taille-là pour que l'on cesse de penser qu'ici en Afrique, il y a toujours des conciliabules, des arrangements sous l'arbre et on met de côté le choix du peuple, ce qui n'est pas du tout vrai et ce qui n'a jamais été le cas des élections de 2018. Loin d'avoir fixé l'opinion, c'est la vérité, selon Tshisekedi, une vérité qui n'est pas partagée par bon nombre de gens, en tout cas ceux qui continuent ou qui réclamaient la vérité des urnes. Est-ce que ce n'est pas mettre de l'eau sur le moulin de ceux qui disaient qu'il y avait fraude à force d'en parler? Depuis 4 ans, on ne fait que reparler de ça. Mais vous savez, le problème dans nos pays, c'est qu'on a la mauvaise habitude de voir une personne qui vient débiter un mensonge et qui vous demande de prouver la vérité. C'est-à-dire, je viens dire là, que vous parlez du chef de l'État Non, non, je parle de ceux qui disent qu'on leur a volé la victoire. Mais on leur dit, OK, on vous a volé la victoire, très bien, prouvez qu'on vous l'a volée. Lui, Mais ils disent, non, 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 vous nous avez volé la victoire, prouvez-nous que vous avez gagné. Tshisekedi dit, moi j'ai gagné, mais sans prouver. Mais comment est-ce qu'il doit le prouver? Parce qu'il y a un mécanisme qui existe pour certifier ce qu'il dit. C'est la production des éléments matériels par la CENI, ensuite les résultats partiels par cette même CENI et la confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Voilà des éléments que la démocratie a mis comme instrument pour certifier ce qu'a dit le chef de l'État. Maintenant, les autres qui disent qu'on leur a volé les élections, qu'est-ce qu'ils ont entre les mains? Ils n'ont que des vues de l'esprit. Pourquoi devant des faits, des éléments probants, les journalistes continueront à poser cette question? Vous savez, il y a une mauvaise foi dans les chefs de certains journalistes, dans les chefs de la communauté internationale, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, la plupart de ces questions proviennent quand même des journalistes évoluant à l'étranger ou des médias étrangers. Pourquoi 4 ans après, on revient toujours sur la même histoire? Mais c'est une façon claire de vous démontrer qu'il y a des caricatures sur notre démocratie. C'est-à-dire que vu de l'Occident, vu de l'extérieur de nos pays, ces gens-là, qu'ils soient journalistes ou pas, ont l'impression que la démocratie dans nos pays, ce ne sont que des arrangements particuliers entre individus et que ça ne concerne pas le choix des peuples, alors que ce n'est pas la réalité des choses. Nous appliquons la démocratie comme c'est appliqué dans leur pays, et même peut-être mieux. Et je peux vous dire que ces journalistes-là qui, à la veille des prochaines élections, continuent à penser qu'il y a eu des arrangements particuliers en 2018 et qu'il y en aura en 2023, sont en train de se leurrer. Il était donc important que le chef de l'État puisse leur dire ouvertement que cela n'a jamais été le cas. Reste à savoir s'il y aura des gens qui vont accepter, parce que la polémique, elle reprend des plus belles. Mais elle peut reprendre ou pas. Le spectre de 2018. Moi, je peux vous dire, et vous le savez très bien, que sur des faits scientifiques, étayés, prouvés, des instruments démocratiques, de justice, on ne peut plus parler de cette question aujourd'hui. Le président de la République a également abordé, on parlera bien entendu de la partie est du pays, mais des cas de liberté, d'atteinte aux droits de l'homme, à la liberté de la presse ici en République démocratique du Congo, Kastani Boujakera, on commence par là, en disant qu'il ne voulait pas s'immiscer dans ce qui s'est fait au niveau de la justice. Mais en même temps, tout le monde dans notre pays sait que dans nos pays, on se remet toujours au chef de l'État comme étant papa pour essayer de régler certaines choses. Est-ce qu'on est dans l'abus? Le chef de l'État, et aussi pour se poser les questions si on ne va pas revivre les mêmes choses. Eh bien, je pense que c'est dans ce contexte-là que la question a été posée au chef de l'État. Et il fallait finalement qu'il y ait une vérité sur l'existence de contrats, de partenariats politiques
qui ne sont que des chimères. La question est qu'en 2018, il y a eu passation de pouvoir dans la tranquillité, dans la civilisation la plus complète. Il fallait nécessairement que les deux familles politiques puissent se mettre d'accord sur certains préalables, sur des éléments qui consistaient dans la continuité de la gestion des affaires de l'État et non dans le fait qu'il y ait eu un deal à l'africaine, comme certains le pensent, et comme certains médias occidentaux ont eu à le soutenir. Et c'était important qu'à la veille d'une prochaine élection, qu'il y ait cette précision de taille-là, pour que l'on cesse de penser qu'ici en Afrique, il y a toujours des conciliabules, des arrangements sous l'arbre, et on met de côté le choix du peuple, ce qui n'est pas du tout vrai, et ce qui n'a jamais été le cas des élections de 2018. Loin d'avoir fixé l'opinion, c'est la vérité, selon Tshisekedi, une vérité qui n'est pas partagée par bon nombre de gens, en tout cas ceux qui continuent ou qui réclamaient la vérité des urnes. Est-ce que ce n'est pas mettre de l'eau sur le moulin de ceux qui disaient qu'il y avait fraude, à force d'en parler? Depuis 4 ans, on ne fait que reparler de ça. Mais vous savez, le problème dans nos pays, c'est qu'on a la mauvaise habitude de voir une personne qui vient débiter un mensonge et qui vous demande de prouver la vérité. C'est-à-dire, je viens dire là, que vous parlez du chef de l'État Non, non, je parle de ceux qui disent qu'on leur a volé la victoire. Mais on leur dit, OK, on vous a volé la victoire, très bien, prouvez qu'on vous l'a volée. Lui, il est en train mais ils disent, non, 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 vous nous avez volé la victoire, prouvez-nous que vous avez gagné. Tshisekedi dit, moi j'ai gagné, mais sans prouver. Mais comment est-ce qu'il doit le prouver? Parce qu'il y a un mécanisme qui existe pour certifier ce qu'il dit. C'est la production des éléments matériels par la CENI, ensuite des résultats partiels par cette même CENI et la confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Voilà des éléments que la démocratie a mis comme instrument pour certifier ce qu'a dit le chef de l'État. Maintenant, les autres qui disent qu'on leur a volé les élections, qu'est-ce qu'ils ont entre les mains? Ils n'ont que des vues de l'esprit. Pourquoi devant des faits, des éléments probants, les journalistes continueront à poser cette question? Vous savez, il y a une mauvaise foi dans les chefs de certains journalistes, dans les chefs de la communauté internationale, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, la plupart de ces questions proviennent quand même des journalistes évoluant à l'étranger ou des médias étrangers. Pourquoi 4 ans après, on revient toujours sur la même histoire? Mais c'est une façon claire de vous démontrer qu'il y a des caricatures sur notre démocratie. C'est-à-dire que vu de l'Occident, vu de l'extérieur de nos pays, ces gens-là, qu'ils soient journalistes ou pas, ont l'impression que la démocratie dans nos pays, ce ne sont que des arrangements particuliers entre individus et que ça ne concerne pas le choix des peuples, alors que ce n'est pas la réalité des choses. Nous appliquons la démocratie comme c'est appliqué dans leur pays, et même peut-être mieux. Et je peux vous dire que ces journalistes-là qui, à la veille des prochaines élections, continuent à penser qu'il y a eu des arrangements particuliers en 2018 et qu'il y en aura en 2023, sont en train de se leurrer. Il était donc important que le chef de l'État puisse leur dire ouvertement que cela n'a jamais été le cas. Reste à savoir s'il y aura des gens qui vont accepter, parce que la polémique, elle reprend des plus belles. Mais elle peut reprendre, elle peut reprendre ou pas. Le spectre de 2018. Moi, je peux vous dire, et vous le savez très bien, que sur des faits scientifiques, étayés, prouvés, des instruments démocratiques, de justice, on ne peut plus parler de cette question aujourd'hui. Le président de la République a également abordé, on parlera bien entendu de la partie est du pays, mais des cas de liberté, d'atteinte aux droits de l'homme, à la liberté de la presse ici en République démocratique du Congo. Kastani Boujakera, on commence par là, en disant qu'il ne voulait pas s'immiscer dans ce qui s'est fait au niveau de la justice. Mais en même temps, tout le monde dans notre pays sait que dans nos pays, on se remet toujours au chef de l'État comme étant papa pour essayer de régler certaines choses. Est-ce qu'on est dans l'abus? Le chef de l'État, dans ces contextes, ne peut intervenir que d'une seule manière. C'est par la grâce, mais là, ce n'est que dans le cas où notre frère, Stanis Boujakira, serait condamné et aurait purgé une partie de sa peine. Et dans le cadre d'une condamnation qui rentrerait dans ce qu'il y a comme possibilité de mesure de grâce prise par le chef de l'État. Pour l'instant, par quel mécanisme le chef de l'État peut intervenir dans un dossier qui a été pris en charge par la justice? Va-t-il appeler un magistrat? Ou va-t-il envoyer ses avocats? Ou va-t-il... je ne sais pas. Quel est le mécanisme qui est prévu dans notre microcosme juridique ou judiciaire pour permettre à un président de la République même quand de s'immiscer dans une affaire quand on décèle le fait qu'il y a eu peut-être violation de droits de l'homme, une arrestation arbitraire, comme l'estiment certains, et beaucoup, et même nous, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'une intervention? Peut-être pas
du président de la République directement, qui lui-même remet même en cause la justice de son pays. Il y a ce cas-là. Lui-même, il n'est pas satisfait de la justice. Mais attendez, il y a eu même des abus en ce qui concerne certaines arrestations à la Cour pénale internationale. On n'a jamais vu à ce qu'on puisse demander au secrétaire général de l'ONU ou même à la reine d'Angleterre, maintenant le roi, d'intervenir aux Pays-Bas, à La Haye, pour qu'il y ait des mesures, je ne sais pas, de paternalisme ou quoi que ce soit. Pourquoi ça serait le cas dans nos pays? Moi, je pense que si réellement il y a des abus et qu'il y a des torsions des droits liés à la détention de notre frère Stanis, il faut que ces avocats puissent utiliser les moyens de droit pour revendiquer les droits et avantages de leurs clients. Comment faire confiance à cette justice qui est décrite par le chef de l'État lui-même? Mais attendez, vous le savez très bien, Madame Élysée, que la justice de notre pays est en train de subir une purge, est en train de subir une cure, est en train de s'améliorer. Parce que nous sommes dans une phase où le pays est en train de se reconstituer. Et cela se fait au niveau de toutes les institutions. Il ne faut pas qu'on se leurre. Nous avons depuis longtemps, nous-mêmes, Zaïrois de l'époque, aujourd'hui Congolais, été à la base de la déstabilisation du système sociétal de notre pays. Et il est de notre devoir aujourd'hui de le reconstruire. Et c'est ce que fait le président de la République. Et lorsqu'il dit que cette justice a encore des problèmes, ce n'est pas faux. Nous le savons, nous tous, que réellement, il y a encore parmi ces magistrats des bons, mais aussi des véreux, qui sont en train de se faire élaguer petit à petit, grâce à des mesures prises par le Conseil supérieur de la magistrature, grâce à des nouveaux recrues, et même grâce à des éliminations, des listes, à des éjections, à des suspensions. Donc, le dire ne signifie pas que nous n'avons pas de justice. Le dire ne signifie pas que la justice n'existe pas. Le dire veut dire que nous devons améliorer. Et ça, c'est un travail de nous tous. De nous tous, mais on se dit, cette justice-là, auquel sont remis le chef de l'État, on le trouve plus laxiste envers ceux qui sont proches du pouvoir. Il y a plusieurs cas qu'on peut énumérer, mais on la trouve quand même assez dure dans la traque des opposants et des journalistes actuellement. Je pense, madame, c'est plutôt... C'est une justice justement à double vitesse que le président de la République je ne partage pas votre avis pour la simple raison que les médias font largement écho de ceux qui sont arrêtés, n'étant pas du pouvoir, plutôt que de ceux qui sont du pouvoir. Moi, je peux vous citer des amis, mais malheureusement, par courtoisie, je ne le ferai pas ici, qui sont du pouvoir, mais qui ont été interpellés, qui ont été mis sous mandat d'arrêt provisoire. Vous êtes journaliste. Quel est le jour où vous allez parler d'un train qui arrive à l'heure à la gare? Vous ne parlerez de ce train que le jour où il arrive en retard. Quel est le journal qui va vendre parce qu'on a arrêté mon Sénépo? Personne ne va lire. Encore faudrait-il qu'on l'arrête quand attendez, même. Ça va faire la une. Ça fera la une. Dieu seul sait si je n'ai jamais été interpellé. Donc c'est pour vous dire que il y a des gens qui sont de la majorité, qui sont proches du pouvoir, qui sont aussi interpellés. Je ne peux pas le dire parce que moi, je peux vous donner des cas avérés, des personnes qui ont été arrêtées et subitement qui ont été relâchés, mais on se rend compte que quand il s'agit des opposants et actuellement des journalistes, la justice est assez sévère. D'où cette façon de dire que c'est une justice un peu instrumentalisée. Non, madame, il y a deux tableaux. Le premier tableau est que c'est, comme je venais de vous dire, il y a énormément de publicité qui est faite lorsqu'il s'agit des arrestations, des interpellations de ceux qui, entre parenthèses, sont journalistes ou sont opposants. Le deuxième tableau, madame, la justice d'un pays, ce n'est pas une justice de privilégiés où il faille que, puisque vous êtes journaliste, puisque vous êtes opposant, vous êtes exonéré des mandats d'arrêt provisoire. Et vous ne devez pas non plus être traqué. S'il vous plaît, madame, exonéré de tout ce qu'il y a comme contrefaçon que vous pouvez faire contre la justice. Encore que vous êtes en ce moment-là interpellé, présumé innocent, mais acceptez que les procédures judiciaires permettent aussi qu'on vous mette sous mandat d'arrêt provisoire. C'est le cas de tout le monde. La justice n'a pas de couleur. Comment est-ce que dans un pays, on peut parler d'une justice lorsqu'il y a des individus qu'on ne doit pas interpeller, même s'ils violent les lois de la République? On nous cite des cas de certains opposants, mais qui ne devaient pas être arrêtés, qui ne devaient pas être interpellés, pas parce qu'ils n'ont pas commis des erreurs, pas parce qu'ils sont innocents,
mais seulement parce qu'ils sont opposants. Non, la manière aussi d'interpeller, Vous la comprenez? manière d'arrêter. La justice commence par là aussi. Quelle est pour C'est ce vous- que sont quelle en est train de pour décrier vous- quelle est pour certains vous- quand on quelle est arrête. pour vous la Maintenant, on manière? sait que les arrestations se font Oui. plus au niveau des aéroports. C'est-à-dire on n'invite plus, on ne convoque plus. Et la plupart des opposants, et Madame. voire certains journalistes, pour le cas de Stani Boujakera, c'est comme ça. Madame, et la citez-moi méthodologie une loi. même Citez-moi- pose problème. Citez-moi une seule loi qui interdit qu'on arrête un individu, qui qu'il soit, dans un seul lieu d'un pays. Donc, c'est-à-dire que si on ne doit vous arrêter ou vous interpeller, ça ne doit être que chez vous. L'État a son action judiciaire partout sur l'étendue du territoire. Et on parle même d'externalité de la justice. Ouais. Donc, ne venez pas ici dire que lorsque un individu est interpellé, que ce soit à l'aéroport ou dans un port, c'est parce Ça qu'il est ressemble opposant plus à des et que guet-apens, ce n'est pas d'ailleurs. normal. Ça ressemble plus à parce des que guet-apens. vous ne savez pas, peut-être que cette personne avait été invitée plusieurs fois Oh, et si, qu'elle on ne a s'est jamais suivi présentée. quand même. Faut pas Évitez, dénaturer madame, les s'il faits. vous plaît. On va pas La dénaturer. grandeur de On reste notre dans les justice, faits. Madame, la grandeur de notre justice, c'est aussi le fait de refuser qu'il y ait des individus qui se cachent derrière certains métiers, qui se cachent derrière certaines postures politiques pour continuer à tordre les lois de la République et qu'ensuite elles se victimisent. Ce n'est pas ça, avoir une bonne justice. La bonne justice, c'est que nous puissions réclamer la justice distributive, égalitaire pour tout le monde. Que vous soyez journaliste, médecin, militaire, homme politique, opposant ou de la majorité. Mais c'est ce que tout le monde demande. Mais pourquoi Mais c'est aujourd'hui ce on qui en est fait. arrive à parler de Mais l'instrumentalisation de c'est la ce qui est justice fait. quand elle est plus dure par Madame, rapport aux opposants, aux voulez- journalistes, et elle est laxiste, elle est molle quand il s'agit de gens de pouvoir. Mais en tout cas, c'est la perception que cette justice donne actuellement. Vous voulez vraiment me dire qu'il y a un opposant plus virulent que Martin Fayulu face à ce régime? Est-il arrêté? Vous voulez vraiment me dire qu'il y a un opposant plus virulent que Délice Essanga? Est-il arrêté? Quand vous dites que lorsqu'on attaque le pouvoir, on est arrêté, comme si c'était systématique. Moi, je vous parle des cas des individus qui ont été interpellés parce que le patron de l'action publique dit que ce monsieur a eu à tordre les lois de la République, je l'interpelle. Je le garde sous mandat d'arrêt provisoire parce que sa liberté peut représenter une crainte. Il y a tous ces éléments-là. Mais comment se fait-il que vous puissiez déterminer l'injustice parce qu'on a arrêté un opposant? Parce qu'on a arrêté un journaliste? Alors dans quelle justice est-ce que nous voulons entrer? Ça, ce serait une justice sélective, justement. Et c'est ce que nous refusons. Et c'est ce que le président donc, a raison de dire qu'il ne va pas s'immiscer dans Mais quel est le dans mécanisme qui une permettrait affaire au président de s'immiscer dans une affaire qui est instruite par la justice? Le président ne peut ainsi agir qu'ensuite ou enfin lorsqu'il y a condamnation et qu'il y a une possibilité de grâce présidentielle. Au regard, parce que rapidement on va parler de la problématique du Rwanda qui a également été abordée lors de ce déjeuner de presse, on parle de restriction des libertés. Avec notamment cette arrestation de Stani Boujakera, on sent la crainte, la peur monter dans les chefs des journalistes qui ne peuvent plus exercer leur travail normalement en toute quiétude. Est-ce qu'on est en train de régresser? Vous avez vu, vous étiez là à l'époque de Kabila, vous êtes là à l'époque de Tshisekedi. Vous pensez que la liberté de la presse est mieux aujourd'hui qu'hier? Je vais vous renvoyer sur deux éléments. Le premier, c'est les statistiques de Reporters sans frontières. Ils sont très détaillants en ce qui concerne la liberté de la presse en RDC aujourd'hui qu'hier. Deuxièmement, madame, l'UNPC aujourd'hui a délivré combien de cartes des journalistes? Non, elle ne délivre plus. Hein. Oui, mais combien en ont? Plus de 10 000 Ça fait 2 ans, hein, un peu plus de 2 ans qu'on n'a plus de cartes. J'ai recensé lors des états généraux de la presse tenus au centre Nganda, plus de 5 000 journalistes qui s'étaient manifestés pour travailler lors de ces états généraux de la presse. Et lorsque vous m'emmenez un cas pour me parler d'une restriction de liberté des journalistes, je suis étonné. Je suis en train de dire, aujourd'hui, vous pensez que la liberté de la presse est mieux exercée maintenant qu'à l'époque de Kabila? Bien sûr. Il n'y a pas photo, donc Tshisekedi est bon démocrate que Kabila. Oui. Je ne mâche pas les mots. Parce que, madame, il faut utiliser les instruments. Et les instruments, ce sont les structures qui permettent de répertorier. Ici, en interne, nous avons GED. Nous avons GED qui publie chaque année le monitoring de ce qu'il y a eu comme exactions ou actes contre les journalistes dans le cadre de leur profession.
Et je peux vous dire que la situation est meilleure aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, c'est scientifique. Et Reporters sans frontières, en dehors de notre pays, est dans la même tendance. On va parler du Rwanda parce qu'il en était également question, en tout cas de la situation, pas du Rwanda, de la situation sécuritaire de la partie est du pays où le Rwanda est actif et impliqué via le M23. Le président de la République en parlait. Il a dit, mais il n'exclut plus aucune hypothèse, mais ça, il nous l'a dit depuis longtemps. Et ça fait plus d'une année et demie, presque 3 mois maintenant, qu'une bonne partie de l'Est est occupée. Il dit toutes les options sont sur la table, mais bon, il y a le statu quo. Il n'y a pas de statu quo, il y a une dernière chance que l'on donne à la paix. Il y aura combien de dernières chances comme ça? Justement, il en faut davantage pour permettre à ce que nous puissions arriver à une solution qui éviterait le bain de sang, qui éviterait la mort de nos compatriotes. Parce que lorsque l'on lance une guerre, les balles n'ont pas de choix. Les balles ne choisissent pas le visage de celui qui est M23 ou RDF. Les balles peuvent aussi atteindre nos compatriotes qui seront fauchés. S'il faut épargner à nos compatriotes une énième guerre et trouver une solution dans les mécanismes qui ont été mis en place par la sous-région et par l'Union africaine, il faut tenter une dernière chance. Face à des gens qui... Mais vous ne voulez pas négocier avec le M23. Quand je dis vous, c'est-à-dire l'actuelle majorité au pouvoir, avec le président de la République en tête, pas de négociation avec le M23. Comment arriver à une solution négociée? Mais madame, justement, c'est ça le problème. Qu'est-ce que l'histoire nous renseigne? L'histoire nous renseigne que tous ces mouvements n'ont été que des têtes de pont utilisées par le Rwanda pour déstabiliser notre pays. Alors pourquoi continuer à discuter avec l'ombre alors que l'image est là? Comment est-ce que nous allons justifier aujourd'hui une négociation avec le M23 qui demain deviendrait le M24 ou le M25? Si on doit reculer, il y a eu le CNDP, il y a eu le CNDP 2, ensuite il y a eu le premier M23, le deuxième, et cette troisième mutation. Vous pensez vraiment qu'avec tout ça, nous allons continuer à parler avec les sous-fifres et laisser la principauté déstabilisante de notre pays qui est le régime rwandais? Qui est le Justement, il faut qu'à un moment qu'on puisse se dire, ok, on va discuter avec les personnes concernées, tirer une fois pour toutes cette affaire au clair, mais nous n'allons pas nous mettre le couteau à la gorge en négociant avec ceux qui vont nous exiger, des brassages et des mixages qui demain serviraient à une énième déstabilisation de notre armée et de notre pays. 2, nous n'allons pas donner chapitre à ceux qui ont donné la possibilité à ce que nos compatriotes puissent mourir. 2 voies. La première est qu'ils puissent dégager de notre territoire. Deuxièmement, que ces supplétifs, parmi lesquels il peut être compté certains enfants égarés du Congo, puissent revenir sur la route de la réinsertion dans la société. Chose que le M23 dit qu'il ne fera pas, bien au contraire, il vient de récupérer Kiwanja, qui était occupé par les troupes de l'EAC. Ils sont en train de reprendre certaines zones qu'ils avaient laissées à l'EAC. On se dit, on tourne en rond. En fait, à la limite, on se pose la question de savoir qui sont les grands gagnants de cette situation, de ce statu quo. Madame, vous devez savoir une chose, qu'en matière de guerre, ce n'est pas les petites avancées qui comptent, ni les petits reculs qui comptent, mais c'est la finalité. Vous savez, avec sa guerre éclair, Hitler a réussi à mettre en branle toute son armée pour récupérer toute l'Europe. Mais 4 ans après, il a fini par déchanter et se suicider. Et donc, on peut même attendre 4 ans du fait que Bunagana peut rester occupé pendant 4 ans, on finira par le récupérer. Je vous ai donné une figure pour vous dire que le fait qu'il y ait des poussées à gauche, à droite, ne veut absolument rien dire quant à la finalité, qui est la récupération de tout l'espace occupé par ces bandits. Et je peux vous dire, comme le chef de l'État a eu à le dire, et je vous demande de retenir cette date d'aujourd'hui, que les options qui sont sur la table vont faire regretter non seulement aux commanditaires de ces invasions, mais aussi à ces petits pantins qui pensent qu'ils peuvent encore une fois jouer avec le Congo, comme ils l'ont fait en 1998, comme ils l'ont fait en 2001,
comme ils l'ont fait en 2012. Et comme ils sont en train de le faire maintenant, ça fait maintenant plus d'une année, 3 mois, comme je le disais, qu'ils sont en train d'occuper les territoires de notre pays, qui s'organisent. Mais la promenade de santé qu'ils s'étaient promise jusqu'à prendre Goma n'est pas arrivée. Grâce à l'EAC. Grâce à notre gouvernement. Non, grâce à l'EAC. Grâce à notre gouvernement. Ni t'étais l'EAC, on sait que l'EAC... L'EAC est venu ici par invitation de notre gouvernement. Donc je peux vous dire que c'est notre gouvernement. Donc c'est une bonne chose que l'EAC continue de rester ici au pays, même si on sait que le M23 est bizarrement en train de récupérer les zones qu'ils occupaient. Nous n'allons jamais cesser de nous plaindre du fait qu'il faille mieux agir dans le cadre du partenariat avec l'East African Community dans sa branche spécialisée des forces armées. Nous n'allons jamais cesser de nous plaindre sur le fait que la MONUSCO, qui est ici depuis 1999, puisse mieux faire dans le cadre de son chapitre 6 et 7. Mais cela ne nous exonère pas du fait que nous, en tant que peuple, en tant que gouvernement, nous avons la responsabilité de nous préparer pour l'option finale. Et je vous dis que cette option va faire regretter non seulement aux pantins, mais aussi aux commanditaires. On est d'accord avec vous, les pantins, comme vous les taxez, les M23, comme les appellent d'autres, vont le regretter. Mais en attendant, à qui profite cette situation de statu quo? Il n'y a pas de situation de statu quo. Il n'y a pas de situation de statu quo parce que, pour l'instant, il y a une pression que le gouvernement est en train de mettre à ceux qui ont donné la possibilité... Pour quel résultat? Il n'y a pas de résultat. Mais attendez, madame, c'est dans un cadre diplomatique. Les résultats, ce n'est pas comme si vous étiez dans votre cuisine et vous concoctez une sauce. C'est des processus qui prennent du temps. Ça peut nous prendre combien de temps comme ça? Parce que là, on est qui peut lever le doigt, une année, 6 mois, ça peut nous prendre combien de temps? Qui peut lever le doigt pour dire que des processus de négociation, que des processus de paix peuvent prendre 6 mois, 1 semaine, 10 ans, 5 ans? Qui peut le dire? Personne. Même lorsque Mandela est entré en prison à Robben Island, il ne se disait pas que c'est 27 ans après seulement que son pays quitterait l'apartheid. Donc c'est pour vous dire qu'il y a certes de la volonté du côté du gouvernement, il y a de la détermination du côté de nos dirigeants, il y a de la bonne volonté du côté de certains amis africains, il y a de la mauvaise foi du côté du Rwanda et de la mauvaise foi du côté du M23, mais malheureusement, le mal n'a toujours jamais réussi à rester longtemps. Mais on peut bien croire à ces bonnes paroles, la détermination, la volonté, sauf que sur le terrain, la situation arrange plus le M23 que la République démocratique du Congo. Donc, pourquoi voudriez-vous qu'il puisse céder alors le M23 serait arrangé s'ils avaient réussi à prendre une ville comme Goma, s'ils avaient gardé leur position sur Saké. On a suivi le point de presse de ministre, ou le briefing du ministre Mouyaya qui a essayé, via un tableau, essayer de nous montrer le manque à gagner pour la République démocratique du Congo et qui vont dans le poste. Donc, du coup, ce ne sont pas des gens à plaindre. Ils se retrouvent quand même par rapport à cette situation. Ils peuvent se retrouver, mais pour combien de temps? C'est à vous de le dire. La mort est sur leur tête. L'escadron de la mort est sur leur tête, madame. Ce sont des joies éphémères, ne vous en faites pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire, par exemple pour le président de Tshisekedi et pour sa majorité, de se dire, ce qui est important pour nous, c'est l'intégrité du territoire, l'intégrité du territoire du pays, et que voilà, on négocie. Madame, le problème c'est justement celui-là. Mais avec d'autres termes. Depuis 1998. Mais il y a eu des termes peut-être qui n'ont pas marché, parce que là, le Madame pays... Odia, depuis 1998, nous n'avons fait que négocier. Nous n'avons fait que négocier. Quelle a été la résultante? La résurgence, le meurtre. Et en négociant directement avec le Rwanda, vous pensez qu'on peut arriver à mettre fin une bonne fois pour toutes à tout ce qui se passe dans la partie? Nous avons la détermination de mettre une bonne fois pour toutes fin à tout ce qu'il y a comme déstabilisation dans l'Est de notre pays. Et cette fois-ci, il n'est pas question de solutions cosmétiques qui plairaient à ceux qui sont des va-vite. Il faut des solutions profondes, pérennes et qui vont faire oublier à nos populations de l'Est ces chapitres douloureux. Peu importe la mauvaise foi qui se trouve de l'autre côté. Cette mauvaise foi sera pliée, qu'elle le veuille ou non. Par quel moyen, par quel mécanisme? Je vous ai dit que les mécanismes sont là. D'une part, les mécanismes de la diplomatie. Et je vous ai dit que ça peinait à montrer son efficacité. Mais ça peut aboutir aussi. Ou ça ne peut pas non plus. Ça ne peut pas, bien sûr. D'autre part, les mécanismes de la sous-région, les moyens de pression,
et d'autre part aussi l'option militaire. On a vu avec la sous-région comment ça se passe, notamment avec les AC ou la SADC. Personne ne veut être tué pour le Congo. En tout cas, ils préfèrent être... Vous qui le dites. Non, mais on le voit avec les forces qui sont sur le terrain. Ils ne combattent pas. Ça, c'est vous qui le dites. Ce sont les faits quand même. Justement, madame. Ce sont les faits. Ces forces-là ne combattent pas sur le terrain. Justement, madame. Je vous ai dit ici, nous n'allons jamais cesser de dire qu'il est important, certes, que nous soyons accompagnés par nos partenaires, mais il est important que ces partenaires aussi se mettent en tête que le Congo a besoin qu'ils puissent montrer d'une autre détermination. C'est ce que depuis 1999 on dit à la MONUSCO, qui était MONUC à l'époque. C'est aussi ce qu'on continue à dire aujourd'hui à l'EAC. Mais cela ne nous désengage pas de notre responsabilité en tant que pays. Et les mesures qui ont été prises par le gouvernement en ce qui concerne les réarmements de notre armée, l'équipement, la restructuration, les formations, les recrutements sont de nature à nous rassurer sur l'avenir. On parle du bilan de Félix Tshisekedi par rapport à son volet sécuritaire. Il a affirmé encore il n'y a pas très longtemps son bilan ne serait pas une réussite s'il n'arrivait pas à redonner la paix dans la partie est du pays. Au regard de ces affirmations, donc le bilan sur ce volet est un échec. Sommes-nous à la veille des élections? À 3 mois, vous pensez que ça veut... On va retrouver par un coup de baguette magique? Beaucoup de choses peuvent se faire. En 3 mois? Rappelez-vous que c'est la bataille de Stalingrad qui a sonné le glas à l'avancée fulgurante de Hitler. Donc ne pensez pas qu'il faille des montagnes pour régler cette affaire. En tout cas, ça prend du temps. Depuis qu'il est là 4 ans, il n'arrive pas à redonner la paix dans la partie est du pays. Et vous pensez qu'il arriverait à le faire en 3 mois? Ne pas arriver, je ne pense pas, Madame Élise. Bah, la partie est instable. Il n'y a pas la paix dans l'Est. Attendez, vous devez savoir que ce n'est pas facile d'extirper une situation de déstabilisation qui a duré plus de 25 ans. Ça, nous, on le savait, hein, mais c'est ceux qui sont au pouvoir qui nous disaient qu'ils allaient le faire en l'espace de quelques mois. Madame, posez-moi la question lorsque nous serons à la veille des élections et je vous dirai ce qui a été fait ou pas. Mais je peux vous dire que la promesse du chef de l'État sera tenue. Ce qu'il n'a pas réussi à faire en 4 ans, il réussira-t-il à le faire en 3 mois? Mais ce 3 mois-là est la résultante d'une action qui a été portée durant 4 ans. Ce n'est pas que l'action a été portée seulement durant 3 mois, non. Pendant 4 ans, il y a eu des actions qui, par effet papillon, vont apporter des résultats escomptés dans le temps qui nous reste. Dans le temps qui nous reste, et nous, je crois qu'il nous reste quelques temps pour aborder la problématique des élections ici en République démocratique du Congo. On est de plus en plus sûr, hein, franchement, il y aura des élections en 2023. Même ceux qui étaient pessimistes commencent à se rendre compte de l'évidence. Pas de report. Effectivement. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que certains réticents veulent maintenant se jeter à l'eau? C'est un peu tard. Mais écoutez, madame, les élections, c'est comme un train qui passe plusieurs gares. Lorsque vous avez raté la gare de Kasangulu, vous devez faire vite pour ne fût-ce qu'obtenir une place à la gare ici de Kimwenza. Ah, pour ce faire, il faut prendre la moto. Vous comprenez? Donc, il faut que ceux qui prennent conscience maintenant se disent qu'il y a encore le temps pour être candidat président de la République. À défaut d'avoir été candidat député national comme ils avaient l'habitude de le faire. D'être candidat et député national et candidat président de la République. Voilà. Dans les élections, en tout cas, on croit le calendrier de Kadima. Il va organiser les élections le 20 décembre, peut-être. Est-ce que le pays joue une sorte de survie par ces élections au regard de cette situation dans l'est du pays, au regard de la réticence des uns et des autres, au regard de ce tribalisme, de l'exacerbation du tribalisme, disent certains. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'après les élections, qu'on reste un pays uni? Je ne vois pas d'exacerbation du tribalisme. Par contre, au regard de notre histoire, madame, au regard de l'histoire de notre pays, au regard des échéances que nous avons eu à connaître en 2006, en 2011 et 2018, il est important que nous puissions continuer dans ce rythme. Cela va asseoir la démocratie. C'est vrai que nous n'allons pas avoir aujourd'hui, hic et nunc, des élections comme aux États-Unis, encore que même ce pays qui a connu ses premières élections au XVIIIe siècle continue à revendiquer des problèmes et des failles dans le système électoral.
Donc, nous ne pouvons nous perfectionner qu'en continuant à maintenir le rythme. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est qu'on ne peut pas continuer à gérer en narguant le peuple. La responsabilité de l'homme politique, c'est de donner les moyens à la CENI pour qu'il puisse organiser le revolving du pouvoir en donnant à chaque fois la possibilité à ce peuple de donner le pouvoir à ceux qu'il choisit pour la députation provinciale, nationale ainsi que pour la présidentielle. Donc, ceux qui pensent que les élections sont un échappatoire se trompent. C'est plutôt un artefact démocratique qui permet à ce qu'on puisse avoir une légitimité dans la légalité. Il n'y a plus de crainte de l'exclusion de certains candidats. Ce sera des élections inclusives, transparentes. De ce côté-là, vous êtes convaincu que tout est fait pour qu'il y ait l'inclusivité et la transparence du processus? Je pense que depuis que la CENI travaille, du moins le bureau Kadima, il y a des textes qui sont là, qui sont appliqués, et que si vous les respectez, vous êtes dans l'inclusion de ces élections. Mais il y a aussi un autre élément, madame. C'est une valeur qui m'est très chère, c'est la valeur de la liberté. Et cette liberté me permet à moi, Thierry Monsenempo, et notre regroupement AE, CCU dedans, de décider d'aller aux élections, et à d'autres de refuser d'y aller. C'est ça la liberté. La liberté de mouvement, de se mouvoir, de la dire liberté que de tenir... moi, j'ai été soutenu par l'Église catholique, j'ai été soutenu par plusieurs partenaires politiques qui ne sont plus avec moi, alors j'ai peur d'aller aux élections seul. Je préfère ne pas aller. Ça? Non, je suis en train de spéculer. Ils disent, cette fois-ci, je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller aux élections. Libre à ces personnes. Libre aussi à ceux qui, comme nous, ont décidé de participer. Depuis New York, où il s'est trouvé, moi j'ai lu un tweet du porte-parole du président de la République qui a annoncé la candidature du président depuis New York. C'est quand même original, hein? Dire qu'on est candidat à sa succession à partir de l'étranger, c'était une bonne option? De l'étranger, ça peut être pris comme ça, mais des Nations Unies, qui est le siège mondial qui nous représente tous, c'est pris d'une manière beaucoup plus universelle. Il s'adressait aux Congolais à partir de New York, je suis candidat. Où le Congo a un siège, où le Congo siège également. Le siège des Nations Unies, c'est le siège universel des nations. Donc il ne faut pas prendre ça... Tout New York n'est pas le siège des Nations Unies. Non, je ne parle pas de tout New York, mais le contexte qui a permis au chef de l'État de se déplacer maintenant aux États-Unis, c'est le contexte de la session des Nations Unies. Est-ce que ce n'est pas donné pas de mettre de l'huile sur le fait, mais à tester la thèse que certains disent que oui, mais il est plus souvent à l'aise quand il est à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est le désintéressement que le fait d'annoncer sa candidature comme ça à l'extérieur du pays. Pas du tout. Est-ce qu'il y a une loi qui demande au chef de l'État? On sait qu'il n'y a pas une loi, mais voilà, l'usage, moi j'ai jamais, puisqu'on parlait des États-Unis, j'ai jamais vu quand même un président américain venir dire que je serais candidat à l'extérieur du pays. Les Américains, oui, mais qu'on arrête de se comparer aux Américains aussi. Non, nous donnons des exemples. Nous donnons des exemples. Ce n'est pas des comparaisons. Ce n'est pas le fait que nous suivons ce qu'ils font. Nous donnons des exemples. Donc, le chef de l'État, il n'y a qu'une loi qui lui interdit de faire ce qu'il a fait. Deuxièmement, il a fait aux Nations Unies. Et puis là, dans le contexte d'une session de ce qu'est le Parlement mondial, universel, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais on ne sait pas non plus s'il l'a fait en tant que candidat indépendant. Oui, sa candidature sera portée par son parti UDPS. Justement, ou l'Union Sacrée. À votre avis, quelle sera la meilleure façon? C'est être candidat UDPS ou Union Sacrée? L'UDPS est un grand parti politique. L'Union Sacrée est une grande famille politique. L'indépendance est une valeur qui m'est chère. Le chef de l'État, qu'il se présente de toutes ses façades ou pas, il sera mon candidat. Mais le choix pour vous, le mieux pour vous serait quoi? Vous serez plus à l'aise de battre campagne pour lui s'il est candidat UDPS ou candidat indépendant ou candidat Union Sacrée? Vous serez étonné, tous les choix
sont bons pour moi. Non, ben non, Ah, mais ben, je vous vous le devez dis. quand même avoir un choix favori. Je vous le dis. Apparemment, vous-même, vous êtes candidat. Effectivement. Député national, Oui. Lukunga. Oui. Vous avez échoué la dernière fois. Oui. C'était à l'intérieur. Ici. Ici toujours. Oui. Il y a quand même une belle revanche à prendre. Hein. Vous pensez Ah, que ben vous oui. l'aurez, votre revanche? Je l'espère. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour essayer de vous assurer? Oh. Certains affirment qu'il y a une nomination en 2018 et qu'il y aura sélection en 2023. C'est des histoires, ça. C'est des Vous, histoires, qu'est-ce que madame. vous comptez faire? Le Qu'est-ce que vous terrain, avez fait? il faut convaincre les gens. Il faut aller au contact des populations. Il faut leur expliquer ce que vous allez faire une fois que vous serez élu. Il faut qu'ils aient confiance en vous. Il faut qu'ils vous connaissent. Il ne faut pas espérer en ces histoires de nomination ou quoi que ce soit. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est un leurre. Il faut travailler. Il faut avoir un discours. Il faut avoir des bases pour que ces gens puissent avoir confiance en vous. Il n'y a que ça. Et le meilleur va gagner. Le meilleur va gagner. On espère que le 31 décembre, je crois le jour de la proclamation, publication des résultats, au lendemain de la publication des résultats, Thierry Monseigneur ne viendra pas dire qu'on lui a volé ses voix et son Ce n'est pas de ma élection et qui va je ne se le dirai plier aux résultats de la CENI. Qui me proclameront député. Ça, on le saura, mais en tout cas, on va vous retrouver, on le saura un peu plus tard, on vous retrouvera très très bientôt parce qu'on annonce aux amis téléspectateurs qu'on va commencer une émission de débat entre candidats, surtout pour les législatives, parce qu'on veut vraiment que les gens puissent savoir qui voter, pourquoi voter, comment voter et savoir suivre de près les gens qui vont déléguer au niveau des différentes assemblées nationales, provinciales et même au niveau des communes. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Merci, madame. Merci à vous, téléspectateurs. On se dit au revoir à très très bientôt et surtout une pensée à Stani Boujakera. On est avec toi, mon frère. Et on se dit à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité.